Salut à toi, c'est Martin Mega et on se retrouve pour un petit podcast pour parler des films que j'ai vus en octobre 2022. Un peu dur de faire des vidéos, mais je vais quand même essayer de vous faire ce petit podcast très en retard, je l'avoue. Octobre, c'est passé depuis quelques mois maintenant. Mais voilà, du coup, je vous propose de commencer tout simplement. Alors, le mois en question, j'avais vu 42 films, 21 de films sortis avant 2018 et 21 sortis en 2022 et non en 2023 comme je me le suis noté. Alors, je vous propose de commencer avec les films de 2023, avec... non, plutôt les films pré-2018, avec Hell Night, qui du coup est un film pas très bon, puisqu'en gros je vais du pire au meilleur. Alors, le film a soit des défauts, le film a... Mais le film n'est pas horrible, je dirais que le mois n'a pas été horrible de toute façon, j'ai eu qu'un mauvais film de 2022. Film de 1981, voilà, je recherchais en même temps de Tom DeSimone, qui a pas réalisé d'autres trucs, c'est son film le plus connu a priori. Mais donc, du coup, le film est pas fou. Je pense qu'on peut déjà commencer par ça. C'est cliché, c'est mal joué par moments. C'est assez mal joué, je me rappelle de scènes. Moi, je me rappelle surtout du cliché des personnages parce que là, j'ai pas de texte. Généralement, je vous dis ce dont je me rappelle à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'il y a des films sur lesquels on va passer très rapidement. Mais Hell Night, c'est... Oh là là, c'est cliché. En plus, c'est le seul gros défaut du film parce que parfois, il y a de bonnes idées au niveau de la caméra. Après, c'était pas exceptionnel dans mes souvenirs. Mais voilà. Les effets spéciaux aussi, je crois qu'ils étaient pas très beaux. Je suis pas sûre à 100%, peut-être que je confonds. Parce que j'ai vu beaucoup de films l'année dernière. Mais du coup, Hell Night, je vous le conseille pas nécessairement. Et je vous proposais de passer au prochain film, qui est un film pourtant beaucoup aimé, mais qui ne m'a pas plu du tout. C'est Eden Lake. Eden Lake, vous le connaissez très certainement. Voilà, film des années 2000, si j'ai pas de bêtises, peut-être début des années 2010, mais je dirais années 2000, ouais, 2008. Je l'ai vu sur Shadows, tout comme Night. James Watkins l'a réalisé. James Watkins, qu'on connaît principalement pour Eden Lake et pour La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Punaise. Faudrait que je le voie celui-là. Mais donc, j'ai moins envie de le voir quand je vois ce que c'est Eden Lake. Donc, il y a beaucoup plu, mais que je trouve pas si fou que ça en vrai. En gros, l'histoire, je crois, c'est un couple qui va après dans le lac du coup. En fait, un groupe de jeunes assez chiant, et ça va partir un peu en un truc horrifique. C'est pas bon, hein. Les acteurs jouent bien. En fait, c'est un truc bien construit, mais c'est classique. C'est des situations auxquelles tu crois pas. Et puis, en fait, c'est le fait que c'est simple. Eden Lake, c'est un film simple. Et c'est pour ce film n'est pas nécessairement mauvais en plus de cela. Parce que Eden Lake, c'est juste un film simple. Mais le film n'est jamais mauvais. Clairement, le film n'est absolument pas mauvais à un seul instant. Peut-être un ou deux quand même. Mais non, non, en vrai, le film est juste trop simple pour moi. C'était un des problèmes que j'ai eu avec un film de cette année, vite fait, Watcher. On en parlera sûrement dans quelques vidéos. Voilà. Histoire que que je fasse un peu de rattrapage. Ensuite, le 19e film, c'est Undead. Alors là, on passe à des films. Comme je vous l'ai dit, en plus, ils sont tous un peu pas bons, mais Undead est une bonne surprise. Je m'attendais à un truc horrible. Je l'ai en DVD. Voilà, j'ai pris en DVD, lui, à Easy Cash pour 50 centimes. Pour un truc à 50 centimes, c'est pas mal. C'est ceux qu'on fait Winchester et Jigsaw et Dave Walkers. Winchester. Donc en gros, ouais, c'est un duo. J'imagine que c'est des frères, un truc du genre. Peut-être des cousins, aucune idée. Un père et un fils à la limite. Mais Michael Spierig et Peter Spierig, c'est les réalisateurs. Et c'est un peu un délire, hein, Undead, on va pas se mentir, c'est un délire bizarre. Ça part un peu en n'importe quoi par moment. Parce que ça commence comme une histoire de zombies, puis après ça dans des trucs un peu plus complexes. C'est foutraque, c'est nanar, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime. C'est ce qui compte, non? Ensuite, il y a, parce que je vous ai dit, je m'en souviens pas énormément, juste des effets spéciaux pas ouf dans Undead. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a les personnages qui sont pas très bien construits, mais voilà, ça se regarde. Passons désormais à Prom Night, ou le bal de l'horreur en version québécoise, non, enfin version française, de Paul Lynch, voilà, qui a pas réalisé beaucoup d'autres trucs à côté. Il avait réalisé un film qui s'appelait Humongous, dont j'ai pas mal entendu parler. Enfin, la fiche me dit pas mal de trucs, j'en ai dû en entendre parler récemment.
Je sais pas pourquoi. J'en ai entendu parler récemment de l'affiche, au moins. Et du coup, le bal de l'horreur, c'est avec Jamie Lee Curtis, star, Scream Queen, si je peux me permettre, des années 80, 70, je suis pas sûre, mais 80 au moins. Et ouais, Jamie Lee Curtis, c'est très bien. Après, le film, lui, c'est pas parce que t'as Jamie Lee Curtis que le film est nécessairement très bon. C'est pas fou. C'est simple. Et puis même, il y a pas mal d'acteurs qui jouent mal si on oublie Jamie Lee Curtis. Après, c'est qu'un avis personnel. Je suis contente que les personnes trouvent que les acteurs jouent bien, mais je sais pas. C'est trop simple, encore une fois. Mais cette fois, en plus d'être simple, c'est un peu mauvais par instant. Des incohérences scénaristiques. Et surtout, je viens de m'en rappeler parce que j'oublie beaucoup. Je me dis, mais il se passe rien dans le film. Je viens de m'en rappeler là, en réfléchissant au film, mais il se passe absolument rien. C'est un film, en fait, tu suis des gens qui vont à un bal avec une scène d'horreur tous les 3 ans. En fait, on développe des personnages qu'on ne développe pas. C'est-à-dire qu'on... Ah non, non, voilà, c'est ça. On suit des personnages que le récit ne développe jamais. Passons à Spiral, Curtis, de Curtis, David Harder, Curtis David Harder qu'on connaît pour du coup Spiral et aussi pour un film qui s'appelle In Control qui est sorti il y a très longtemps, enfin très longtemps, 2017, mais vu l'affiche j'aurais cru qu'il était sorti en 78, mais bon bref. Influencer il l'a sorti cette année aussi, il sort en 2023 en France, bref. Spiral c'est pas mauvais, un peu la même idée qu'Eden Lex, qu'Eden Lake, où en fait bah c'est un film ultra classique, pas mauvais mais ultra classique, c'est simple, ça aborde des thématiques soit actuelles mais ça va pas loin en fait. Avoir un beau concept c'est sympa mais voilà quoi. Pourtant l'affiche est très belle. Je tiens à dire que l'affiche qu'on trouve sur Letterboxd, je sais pas s'il y en a d'autres, est tout bonnement magnifique. Et le réalisateur, je pourrais essayer de voir son prochain film Influenceur que j'ai loupé au pif. Le pif, on en parlera sûrement dans un podcast dédié d'ailleurs. Si je fais vraiment des podcasts sur la chaîne. Ensuite, nous avons alors Deadgasm. Gasm. Alors, qu'un film que je sais que beaucoup de gens apprécient. Après, est-ce que moi j'aime beaucoup? Non. Le film a des défauts, le film a des qualités, dirons-nous. Mais c'est simple, c'est un teen movie assez simple, qui parle des choses simples, voilà, le mec... Ouais, comment... En fait, je vais même pas vous conter l'histoire, c'est hyper simple. C'est hyper simple, c'est tout. Juste dites-vous que c'est hyper simple et que vous allez rien retrouver de nouveau. C'est pas si drôle. C'est pas si cool, il y a un peu de gore par-ci par-là, mais ça ne fait pas le film. Bref, ouais, ça aurait pu être mieux, c'est pas nécessairement mauvais, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Et que c'est en y réfléchissant là, en vous parlant peut-être même un peu plus bas que Spiral et le bal de l'horreur finalement. En y repensant du moins. Passons désormais au Piranha 3D d'Alexandre Aja, film de 2010. Je pensais qu'il était d'année 2000, mais bon, 2010, c'est pas si loin. Mais ouais, avec Jerry O'Connell, Satanic Panic, Scream 2, bref, on le connaît maintenant. Mais du coup, avec aussi l'acteur de Retour vers le futur, je crois Christopher Lloyd, dans le rôle encore une fois d'un médecin un peu gueudin. Pas d'un médecin, bref, un gars qui a des poissons. Donc c'est hyper cliché, Piranha 3D. Faut pas s'attendre à quelque chose d'original. C'est mal fait en plus, mais c'est drôle. C'est sympa, Piranha 3D. C'est sympa, on y croit pas, mais on y croit quand même. Me demandez pas ce que je veux dire par là, mais bref, on y croit pas. On a un peu des deux, un peu par-ci, un peu par-là. Passons désormais à Road Games, un autre film avec notre très cher Jamie Lee International, Jamie Lee Curtis, vous vous en doutez bien, il n'y en a pas deux des Jamie Lee. Enfin, il doit y en avoir deux, mais bon, bref. Mais donc, film inattendu pour moi, parce que là, je l'avais vu en octobre, du coup, et en fait, je savais pas trop de quoi ça parlait. Et en fait, quand j'ai compris que ça se passait que sur une route, j'étais assez étonnée. Je pensais qu'en fait, il y avait une histoire, je sais pas, de science-fiction, un truc du genre. En fait, c'est même pas de la SF, c'est plus un thriller, en vrai. Hein. Thriller de route. Vraiment bon, quand même. Vraiment bon. Alors, je me souviens pas trop du dénouement, tout ça. Mais je me rappelle quand même d'une enquête assez puissante. On s'ennuie pas trop. Il y a des petits moments d'ennui dans mes souvenirs, mais voilà. Jamie Lee Curtis joue très bien, mais on peut aussi louer la performance de Stacy Keach.
Voilà, parce qu'en vrai, on loue Jamie Lee Curtis depuis le début, là, mais il y a aussi d'autres acteurs dans le film où elle joue. Voilà, ouais, franchement, c'est vraiment sympa comme film australien, d'ailleurs, je viens de voir. Après, ça se voit un peu dans les décors, même si on aurait dit les États-Unis du Texas, tout ça. Mais ouais, ça ressemble à l'Australie, en fait, en y repensant. Mais voilà, du coup, je vous propose de partir sur un film entre très bon et très bon. Entre bon et très bon, que racontais-je. Euh, Blood Castle, The Legend of Blood Castle, Ceremonia Sangrienta, cérémonie sanglante, appelez-le comme vous voulez. Film espagnol et italien. Ça parle un peu de la Hongrie, je crois, vite fait. Le réalisateur est pourtant espagnol et tout, mais je crois que il y a un truc ouais, avec la Hongrie, mais en fait, le film n'a pas de coproduction hongroise. Mais donc, pardonnez-moi, je suis un peu malade. Mais donc, du coup, le film est pas fou dans mes souvenirs, mais il est. En fait, je me rappelle là parce que je l'ai mis en très bon parce que le seul souvenir que j'ai, c'est qu'en fait, c'est un bon film sans plus, très oubliable, puisqu'en fait, je crois que je vais me regarder quelques extraits du film pour me rappeler parce que je me rappelle plus trop de quoi ça parle en fait. Donc, j'ai lu le résumé, mais même ça, en fait, ça m'éclaircit pas sur le fait. Ou en fait, là, d'après les petits extraits que j'ai vus, je me rappelle de rien sur ce film. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis en très bon. S'il est très bon, le film est oubliable. On peut noter ça. Voilà, c'est la seule chose que je peux noter. Le film est ultra oubliable puisque je ne me rappelle vraiment de rien. Je ne pourrais rien vous dire sur le film. Passons à un film de 2019 de Tyler Cornack qui sortira à son Chini Cinéma en fin de mois d'octobre, mais moi je le verrai qu'en novembre, du coup, j'allais dire en mars, mais en novembre plutôt. Mais voilà, Bad Boy, film de 2019 de Tyler Cornack, c'est très drôle. Et il y a un truc qu'on retrouvera dans Tiny Cinema, c'est la manière de faire les plans. Alors, Tyler Cornack, quand il filme ses personnages, dont lui, parce que je crois que c'est le personnage principal de son film, bah en fait, comment dire, il, quand il filme, ou du moins quand son directeur de la photo filme, en fait, il enjolive jamais ses personnages, mais il les prend tout de même d'une certaine bonne manière. Il y a notamment la scène où on se fait, et c'est une scène qui réapparaîtra dans Tiny Cinéma à peu près, une scène où en gros on voit le personnage, genre il regarde dans le vide. Il y a de l'eau et il regarde dans le vide. Et ça, il y a ces deux plans. D'ailleurs, ça m'étonne que celui qui a fait la photographie ne soit pas aussi celui qui a fait la photographie de Tiny Cinéma. Par contre, il a. Tiens, c'est bizarre. Celui qui a fait la photographie de enfin de Bud Boy William Moran a fait l'écriture de Tiny Cinema. Voilà. En tout cas, il a co-scénarisé au minimum. Mais donc voilà, donc c'est très bon film, c'est drôle, c'est sympa. Il y a de l'idée, en plus il y a une vraie ambiance, tu sens qu'il y a un bas budget, mais il y a une ambiance de fou vraiment à voir, à voir. Je pense que c'est un film de festival ça. C'est le genre de film qui va le mieux voir en festoche, mais bon. Moi je l'ai vu sur mon petit écran sur Shadows, mon écran d'ordi. Bref, je pas beaucoup plus. Passons à Terrifier, film de 2016 de Damien Leone. J'aurais vu le 2 le mois d'après, moi. Voilà. Je peux pas le voir au cinéma de toute façon. Mais sinon, je serais peut-être sûrement retourné après, vu la durée, peut-être pas, mais bref. Terrifier, premier du nom. C'est vraiment du très bon slasher cliché. Il y a de très bons effets pratiques, 50 000 $, le film. 50 000 $, et ça paraît un petit film d'un million d'euros quand même. Ah, je sais pas vous, mais il y a des films qui ont coûté 10 millions, voire plus de 10 millions en fait. Il y a des films de 10 millions qui ont coûté, qui ont coûté ça et qui en fait sont pires niveau effets spéciaux en fait. Hein. Alors que là, il n'y a pas énormément d'effets spéciaux, mais quand tu sens qu'il y a des films qui ont beaucoup de budget, qui savent pas le gérer, des films qui ont un petit budget et qui le gèrent à la perfection, on pourra revenir sur Terrifier 2, 250 000 $, excellents effets spéciaux. Voilà, voilà. Alors qu'on a des films comme Doomsday qui ont 20 millions de budget et qui... voilà. Regardez Doomsday, vous comprendrez. Je sais pas pourquoi, mais le film m'est venu d'un coup. Bref. Mais donc, Terrifier, c'est des acteurs qui jouent pas si bien que ça, à part David Howard Thornton. Mais regardez. Regardez, peut-être que je m'embrouille un peu, mais regardez, c'est tout ce qu'il faut savoir. On entre du coup dans le top 10 d'octobre 2022 pour les films d'avant 2023. D'avant 2022 du coup. Avec Greener, Grass, de Jocelyn Debauer et Dawn Luebi. C'est très sympa comme film.
plus que très sympa, c'est même très très sympa. C'est le premier long métrage des réalisatrices en fait. Et ils avaient réalisé un court métrage en duo avant. C'est bizarre comme film, c'est très étrange. Moi, ça n'avait pas été présenté à l'étrange festival d'ailleurs, parce que c'est vraiment un genre de film que je verrais bien là-bas. Goriner Grass, c'est un monde en fait assez parfait, faussement parfait du coup. En fait, tout le monde est heureux et tout, c'est super bizarre comme truc. Notamment une mère, au bout d'un moment, elle donne son bébé à sa voisine. Genre comme ça, elle lui demande ouais, est-ce que je peux avoir ton bébé? Bah tiens. C'est super bizarre parce qu'elle aime son enfant en plus. Et justement, le film, c'est tout ça. C'est un truc où en mode elle regrette. Mais alors, c'est. Ah, l'ambiance, la photographie aussi. La photographie hyper lumineuse pour rendre un truc assez parfait. Ça rappellera légèrement, j'ai bien légèrement, le Ego d'Anna Bergholm, sorti quelques années plus tard. C'est pas du tout la même photographie, mais c'est le genre de photographie un peu faussement parfaite. Pour justement donner cet air-là. C'est incroyable, c'est même pas l'horreur, c'est juste un récit fantastique. Mais c'est très drôle. Enfin, pas très drôle, mais c'est hyper décalé plutôt. Le décalage marche sublimement. Le décalage marche sublimement, ça je pense qu'on peut tous le dire. Voilà. Mais donc ensuite, pour continuer, on pourrait parler du top 9, c'est-à-dire Your Next, Your Next. Voilà. Alors attendez, je vais vous le trouver. Your Next, du coup, qui est un film avec un plutôt bon casting. Le casting est très intéressant avec Adam Wingard. Mais alors, casting. Alors, je commence. Nous avons Barbara Crampton, Simone Barrett, Larry Fessenden, Ty West, Aji Bowen, Joe Swanberg, Amy Semeds. Alors, ils sont pas les rôles principaux, je crois. Mais techniquement, ils sont même pas dans le top 3 des rôles principaux. Mais c'est fou de les voir dans le même film. Barbara Crampton, comme d'habitude, incroyable. Là, c'est un film où Barbara Crampton joue et c'est incroyable. Barbara Crampton, c'est mieux que Jamie Lee Curtis, encore, clairement. Incroyable actrice du cinéma d'horreur. J'ai pas vu beaucoup de films avec elle, mais le peu que j'ai vu, incroyable. Mais donc, du coup, petit contre-slasher, si je peux me permettre, assez sympa. Après, c'est pas vraiment un slasher. Je sais pas, en fait, on est sur quel type de film. Bon, en gros, c'est des gens qui arrivent dans une maison et ils doivent assassiner tout le monde et récupérer. Que doivent-ils récupérer déjà? Et récupérer de l'argent, je crois quelque chose du genre. Et en fait, sauf qu'il y en a une dans le groupe des gens qui sont dans la maison. Il y en a une qui a eu une enfance où en fait elle a appris des techniques de combat de foot, des techniques de survie et tout. Du coup, c'est elle contre plein de gens. Et d'où pas mal de trahisons. Voilà. Je vous le conseille, clairement c'est fou. Les acteurs jouent trop trop bien. C'est gorasse, ouais, c'est cliché, c'est bon. Mais après, les personnages sont quand même pas si clichés que ça, et ça c'est bien quand même. De pas avoir que du cliché, que du cliché, que du cliché. Mais on y croit, c'est sympa. Your Next, regardez-le. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, c'est Adam Wingard, j'ai vu que lui avec lui, mais quand même, enfin réalisé par lui. Et je pense que c'est le seul que je verrai de lui parce que les autres ont pas l'air fous. Mais en tant que scénariste, il va nous faire Azrael là prochainement par le gars, enfin pas en tant que scénariste, en tant que producteur. Il va nous faire Azrael si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il a fait un truc dans le film mais je trouve pas quoi. Attendez, je recherche. Mais donc bref, au-delà de ça, je pense sincèrement que Your Next c'était fou comme film. Non, alors, non. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'étais en train de dire ça? Non, non, c'est un autre réalisateur. Pourquoi, en fait, j'ai pensé au gars de Your Next? Je me suis emmêlé les pinceaux, pardonnez-moi, du coup, il n'y a aucun rapport avec le gars de Your Next dans Azrael. Le prochain film. Ensuite, on a Time Crimes, pardonnez-moi encore une fois. Film espagnol de Nacho Vigalondo. Film de science-fiction, je crois, dans mes souvenirs. Cette fois, je vais vérifier pour pas faire des erreurs à chaque fois. C'est trop drôle comme film. Oui, c'est bien un thriller de science-fiction. C'est trop drôle. En fait, c'est bizarre parce que c'est drôle, mais à la fois, c'est flippant. C'est-à-dire que le film, en gros, c'est le genre de film où en mode, il y a des retours dans le passé et tout. Et du coup, ça gâche un peu la chronologie. Du côté de notre personnage, c'est un truc à petite échelle. C'est fou. Et en fait, j'adore ce genre de film de science-fiction au fur et à mesure du film. T'apprends en fait ce que tu voyais au début, ce que tu voyais là, ce que tu voyais à ce moment-ci, ce que tu voyais à ce moment-là. Et tout est lié, mais c'est fou. C'est flippant aussi par moments quand même. C'est assez flippant. Ouais.
Surtout que le film s'en mêle, mais d'une façon simple. C'est-à-dire qu'en gros, le film, tu sens que le réalisateur scénariste sait où il va. C'est pas le réalisateur qui a scénarisé, si c'est lui. Si c'est bien lui qui a scénarisé son propre film, donc ouais, tu sens qu'il sait où il veut aller. Ouais, sincèrement, c'était super. Les personnages sont bien construits, voilà. Après, c'est pas un film dont je me rappelle particulièrement des personnages, je me rappelle surtout du concept, qui est plus qu'un concept, et ça c'est bien. Ensuite, on a Blood Island, film coréen de 2010, de Yang Cheol-soo, qui du coup a pour rien réalisé de plus connu que BD Village ou de trucs que je connais, parce que BD Village c'est le nom américain. Voilà. Mais du coup, Blood Island, c'est très grand, c'est dur. C'est un film dur. Alors, j'aurais aimé l'apprécier encore plus. Le film est dur, le film est puissant. Puis surtout que c'est, en gros, c'est un revenge movie, mais... En fait, c'est très dur d'en parler de ce film. C'est dur, c'est sombre, c'est noir. Et ça aborde de vraies thématiques via l'horreur. Ce qui est quand même assez sympa d'aborder ça. Enfin, pas sympa, pardonnez-moi. Le terme sympa est exagéré. Mais en gros, aborder ça via l'horreur, c'est vraiment intelligent. Plutôt pas sympa, intelligent. Mais moi, je m'en mêle les pinceaux parfois. Encore une fois. Donc ensuite, parlons d'Ebola Syndrome. Ebola Syndrome, qui est vraiment aussi un très très bon film. Alors là, c'est un film hongkongais. Ouais, hongkongais. De Herman Yo. Ce film est impitoyable en fait. Hein. Clairement, tout ce qu'on voit dans ce film, c'est hyper impitoyable, c'est horrible du début à la fin. Tu sens le personnage principal, c'est quelqu'un de monstrueux. Ouais, clairement, c'est très 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 bon. J'aurais aimé encore une fois l'aimer comme Blood Island. C'est un truc mais le film qui ont fait qu'il est pas assez bon, mais il est excellent. Les acteurs jouent très bien. Il y a des scènes rudes aussi là sur le coup. Et voilà. Ouais, bah, en plus, toutes les scènes sont bien faites. C'est-à-dire qu'en gros, ça se suit bien. Tu sens que le réalisateur a une idée, un peu comme Time Crimes. Alors c'est pas de la science-fiction là, mais en gros, tu sens que le réalisateur s'en mêle pas les pinceaux, et ça, c'est bien. Voilà. Phénoména de Dario Argento avec Jennifer Connelly. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je vérifie. Alors, oui, Jennifer Connelly. Mais donc, du coup, c'est un film très très bon. Ça mélange science-fiction, horreur, thriller. Il y a vite fait de la science-fiction quand même. En tout cas, du fantastique comme Anima. Fantastique plutôt. Mais c'est-à-dire que, en gros, c'est une fille qui peut contrôler les insectes. Et du coup, il y a des histoires à côté. C'est très très bon. J'ai remarqué par contre, parce que j'ai regardé Suspiria il y a quelques semaines, que Dario Argento, il aimait bien placer ces histoires, parfois dans des petits pensionnats, tout ça. Je sais pas s'il fait ça dans beaucoup de films, parce que j'en ai vu que 4 de lui. Il y en a 2 dans lesquels il le faisait. J'ai vu en plus des 2 Giallo et Oscialineri. Mais c'était pas sa meilleure période, et c'est pas sa meilleure période puisque Oscialineri est assez récent. Phénoména, c'est de très bons acteurs, c'est des personnages très bien construits. C'est très très bon. J'ai pas beaucoup de termes pour définir le film, mais je vous le conseille, vraiment, le scénario, très bien. Et en fait, c'est surtout que l'histoire est originale aussi. L'histoire est assez originale. Franchement, c'est à voir. Phénoména, j'allais dire Suspiria, mais non, c'est Phénoména, de quoi on parle. Alors, 4 films meilleurs que Phénoména, que j'ai trouvé meilleurs que Phénoména. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord pour la 3e place, je crois. Enfin, pour la 4e place, plutôt. Du coup, What Happened to Monday, ou Seven Sisters, en version anglaise-française, bref, de Tommy Wirkola, avec Noomi Rapace. Il faut le répéter plusieurs fois, son prénom. Voilà. Noomi Rapace, on la voit 7 fois dans le film, ça me suffit. Mais après, techniquement, le film a des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mon inobjectivité est présente. Mais de toute façon, l'objectivité n'existe pas, vous me direz. Mais... comment dire que, par exemple... c'est juste du divertissement, il y a beaucoup de problèmes de clichés. Après, le film ose pas mal faire mourir des personnages, et ça c'est très fort. On s'attache pas mal aux personnages malgré qu'ils soient assez clichés.
Le côté science-fiction, tout ça est plutôt bon, il y a de l'idée assez sommaire, vous me direz, encore une fois, mais tout est bien fait. Tommy Wirkola, ça reste quand même, alors j'ai vu 3 films de lui, dont j'ai vu Violent Night, The Trip et Seven Sisters. Seven Sisters, d'ailleurs, j'ai d'ailleurs vu en préparation pour Violent Night. Et bah, c'est son pire, mais il reste très bon. Allez, je peux que vous le conseiller, c'est du divertissement bonbon, du divertissement popcorn. Voilà. Passons à un autre film divertissant, mais qui en vrai, si on regarde plus loin, pas trop de scénario. À l'intérieur de Alexandre Bustillo et Julien Maury. Alors, il y a du scénario dans la première partie, particulièrement. Avec, voilà, c'est assez anxiogène, il y a des personnages, c'est un film assez sombre en fait. Tous les personnages sont assez désabusés, c'est très fort. Mais à l'intérieur, sinon c'est juste du gore qui tâche, des effets spéciaux fous, c'est juste ça. Voilà, c'est en gros des personnes qui essaient d'en sauver une autre et à chaque fois ils décèdent. Mais voilà, c'est une situation assez simplette. Mais le film s'en sort quand même plutôt bien. D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers rôles de Tahar Rahim au cinéma, ce qui est assez intéressant tout de même, puisque après c'est devenu un assez grand acteur dans mes souvenirs, puisque il joue dans pas mal de films à ces dernières années en tout cas. Mais oui, c'était un de ses premiers rôles. On a Béatrice Dalle, qui je pensais avoir que joué dans plus de films d'horreur, mais elle en a joué que dans 3-4 en fait. Peut-être même pas 5 en vrai. Voilà. Ensuite, nous avons... alors là, on a 2 coups de cœur d'affilée. The Loved Ones. Très haut niveau The Loved Ones. Là, vraiment, là, je peux que vous le conseiller. Déjà pour la performance de John Brumpton, qui joue le père de la fille, c'est vraiment... Ah ouais, j'ai rarement vu des performances aussi fortes en fait au cinéma. C'est rare, c'est assez rare, mais le gars il a offert une performance, waouh en fait, c'est hyper compliqué. Mais il a voilà, très bon acteur, mais au-delà de ça, c'est une histoire glauque, c'est une histoire assez flippante, on a assez peur pour les personnages, non, il faut dire ce qui est. On a souvent peur pour eux, on se dit tout le temps... et s'il lui arrive ça, et s'il lui arrive ça. Enfin, surtout particulièrement au personnage principal, joué par Xavier Samuel. Mais les personnages secondaires sont complètement fous, faut dire ce qui est. Notamment celle qui est jouée par Robin McLevy. Alors mon accent est nul, mais bon. Elle joue trop bien la folie. Mais sinon, Xavier Samuel, bah en fait, tu sens qu'il essaye de s'en sortir tout le long du film. Est-ce qu'il s'en sortira ou pas, je peux pas vous le dire. Mais en plus, ce qui est très fort aussi, c'est que les personnages secondaires sont très bien traités. Il y a une romance entre 2 personnages secondaires dans la ville, pas dans la situation du personnage principal, mais dans la ville. Et ça fonctionne très bien. Donc en fait, c'est une intrigue secondaire qui, si ça sert, je me rappelle pas que ça sert, mais ça sert pas beaucoup à l'intrigue principale. Finissons les films d'avant 2023, on passe aux films de 2023 du coup, avec The Eyes of My Mother, de Nicolas Pesquet, plutôt pas Pesquet, mais Pesque. Voilà. Et du coup, il a réalisé The Grudge en 2020. Je l'ai pas vu, mais pareil, c'est pas fou. Alors que The Eye of My Mother, et même si vous avez pas aimé The Grudge, regardez-le, faites-moi au moins ce plaisir de le voir, parce que c'est fou comme film. C'est d'une glauquerie, c'est en noir et blanc, c'est poisseux, c'est... Et l'actrice principale, la Kikamal Gal As, ou As, ou Us, je sais pas comment, s'il y a le A ou le E qui se dit pas, souvent ça dans ce genre de prénom, mais voilà. Mais c'est flippant, c'est horrible, j'adore. C'est hyper noir comme film, il y a vraiment un truc qui se passe, notamment dans le personnage principal, quand elle essaie d'avoir des amis, tout ça, j'adore, c'est terrible comme film, c'est terrible, regardez-le. Vraiment, j'ai pas beaucoup de mots pour vous le conseiller en fait, mis à part que le film est assez trauma, c'est un film trauma. Pas de O après le TRAU, bien entendu, on parle pas de la société de production. Voilà. Passons au film de 2023, je suis pressée de parler du meilleur. Là, je vous avoue, de reparler du meilleur, là, puisqu'on était dans le meilleur. Du coup, on arrivera au meilleur qu'à partir de la 9ème place, et il y a 21 films. Bref, enfin, il reste 21 films.
Parlons de Totem, alors, je le trouve pas directement quand je tape le nom de Totem. Je sais que c'est un film belge qui est sur Shadow, pour qu'elle alors de Fred Delouf, qui joue aussi le rôle principal. C'est l'un des pires films que j'ai vu en 2022. Les blagues. L'humour, c'est nul à 100%. Les personnages sont nuls, tout est nul, c'est hyper cliché, ça sert à rien, c'est... Ne regardez pas ce film, c'est une horreur, c'est sur Shadow, c'est sur Universal, c'est sur Amazon Prime Video, pas sur Amazon Prime, mais en location sur Amazon. Non mais s'il vous plaît, ne me faites pas l'affront de voir ce film, c'est vraiment le genre de film qu'il faut que vous voyez pas, c'est nul, voilà. Regardez même pas ça, c'est hyper cliché, le scénario, c'est vide, c'est même pas une bonne comédie, soyez une bonne comédie si vous avez pas de scénario, essayez de cacher ça au moins. Bref, passons au film, pas très bon non plus. Alors, film Netflix, si je dis pas de bêtises. Old People, film allemand de Andy Fleischer. Voilà. Les effets spéciaux sont pas très bons. Là, les effets spéciaux sont pas fous, la dynamique. Alors, moi, c'est pas ouf. Les personnages ont une bonne dynamique familiale. Enfin, une bonne dynamique. Enfin, je veux dire, dans le sens, c'est bien fait. Mais sinon, t'as le truc assez classique, en mode le petit village, les personnages vont attaquer, old people. Ouais. Ouais. Non, en fait, non. Non. Ne regardez pas ce truc. Parce que c'est même pas un film. C'est ce que, dans le jargon, on appelle un truc. Voilà, c'est un truc qui passe, qui vient, qui fait des trucs. Voilà, un truc. Pas besoin d'aller plus loin, je pense, que le fait que ce soit un truc, encore une fois. Mais passons désormais à un film avec une actrice que j'aime beaucoup. Depuis The Witch. Ah. Vous pensez à une actrice. C'est un film avec Anya Taylor-Joy, et non, je vous ai eu, c'est un film avec Kate Dickie, celle qui joue la mère dans The Witch. Haha. Je vous ai eu. Mais du coup, c'est une actrice vraiment incroyable, je trouve. Alors, elle a souvent des petits rôles, elle joue souvent avec Ralph Ineson. Et Anya Taylor-Joy, mais elle a plus joué avec Ralph Ineson. Ralph Ineson, elle a joué avec lui dans The Witch, The Northman, The Green Knight, que des... bref. Incroyable actrice. Mais là, c'est nul le film dans lequel elle joue. Alors pour commencer, on va commencer par le commencement. L'actrice principale, Jemima Rooper, même Kate Dickie joue pas très bien dans ce film. Mais Jemima Rooper, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi joues-tu? Est-ce que tu joues? Enfin, oui, ça se voit qu'elle joue techniquement, mais c'est là est tout le problème. Son personnage, il est mal écrit, c'est toujours pareil, c'est pas fou, une histoire de secte de petits villages. On connaît la chanson, les sectes de petits villages, c'est assez classique. Ça ne rénove rien, on demande pas à ce que ça rénove, on demande juste à ce que ça a un minimum de scénario intelligent. Bien entendu, vous vous doutez bien que quand la personne elle arrive, elle retrouve des trucs de son passé, notamment sa mère, avec qui elle a une relation conflictuelle, mais aussi bien entendu une amie de son enfance, elle est hyper classique. C'est pas ultra mauvais, sauf la fin. La fin est vraiment pas ouf. Mais sinon, passez votre chemin. Je pense que ça suffira. Pray for the Devil, ou La proie du diable de Daniel Stam. C'est censé être la pépite d'Halloween pour vous faire peur. Prenez Smile. Smile dont on va parler après, que j'ai vu en début de mois, moi sur le coup. Mais il était encore là en fin de mois. Du coup, en vrai, vous auriez dû voir Smile au lieu d'aller voir La proie du diable pour ceux qu'on fait ça. Parce que La proie du diable, c'est mauvais. Voilà, je pense qu'on peut le dire. C'est encore moins bon que Smile. Smile, c'était pas ouf non plus. Il avait quelques qualités. En fait, il y a même beaucoup de qualités. Bref. Du coup, alors, comment du film? Alors déjà, les acteurs jouent mal, les effets spéciaux sont pas fous, c'est ultra prévisible. En fait, je suis quelqu'un qui devine assez mal les twists, mais à part dans un film que je viens de voir là qui s'appelait... je me rappelle plus du titre, je suis censée avoir le DVD à côté de moi, qui s'appelait Hush, le film. Et bah, clairement, ce film était hyper simple en fait, mais hyper prévisible. Bah, La proie du diable, alors ça parle pas du tout des mêmes trucs, mais La proie du diable, c'est vraiment tout aussi prévisible. C'est tout aussi prévisible, vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, tu connais tous les retournements de situation. Si on peut appeler ça des retournements de situation, en fait. Désolé, je fais un truc en même temps. J'ai enlevé le DVD de Hush, justement, de mon lecteur. Mais donc, à part ceci, à part cela,
On va noter des effets spéciaux pas fous, je vous l'ai déjà dit, des personnages assez clichés. Il y a de l'idée pour faire ressortir un truc assez, comment dire, assez actuel, voilà. Mais en vrai, c'est pas un film extraordinaire, c'est juste en fait un petit truc d'Halloween qui fait étonnamment pas trop flipper. Je m'attendais à mieux. Mais il aurait fallu regarder Smile ou sortir Connect, un film qui est sorti en décembre, en octobre, et ça aurait fait un carton. Un des seuls films à dire d'horreur, quoi. Il aurait fait un carton en France d'ailleurs, parce que ça doit être l'un des seuls qui est sorti dans tous les cas. Mais donc, ensuite, passons à Hell Hole, l'abîme de l'enfer, film polonais de Bartosz M. Kowalski. Alors, il est connu maintenant, c'est un habitué de Netflix. Pour les deux Nobody Sleeps in the Wood Tonight, il a aussi bien entendu sa grande co-scénariste, qui est Mirella Zaradkiewicz, un truc du genre, qui co-scénarise à peu près tous ses films. Non, en fait, elle co-scénarise tous ses films. Je crois qu'elle les a tous co-scénarisés. En tout cas, elle en a co-scénarisé 4, dont un qui n'est pas sorti sur Netflix. 4 sur 5. Voilà. Du coup, on va pas la blâmer si elle a pas écrit. Voilà. Mais donc, à part ceci, à part cela, parce que j'étais en train de me perdre, l'abîme de l'enfer, c'est pas ouf. Il y a 2 personnes qui l'ont mis dans leur top de l'année, dans les comptes YouTube que je suis. As l'épouvantail et Phantomatix. Ouais. En fait, je comprends pas. Le film est pas extraordinaire. J'en attendais pas mal pourtant. J'ai pas beaucoup aimé les Nobody Sleeping in the Wood Tonight, mais j'attends toujours un projet de Kowalski. C'est film polonais. J'aime beaucoup les films polonais. Enfin, du peu que j'ai vu. C'est toujours intéressant d'avoir des films internationaux. Et du coup, l'abîme de l'enfer, c'est pas fou. C'est hyper classique, l'ambiance glauque est vite fait, bien faite. Mais non, en fait, c'est trop simple. Mais regardez pas ça. Ceux qui vous disent que c'est bien, je comprends pas. Parce que là, je suis même en train de regarder la note Letterboxd d'As l'épouvantail, il a mis un 3 sur 5 en fait. Comme moi. Du coup, je comprends pas en fait, parce qu'il faut un minimum un 3.5 si t'es indulgent pour le film, ou un 4. Moi, je mets que des 4 aux films qui sont dans mes top 20 de l'année, ou top 10, dépend. Passons désormais à Ashura, film présenté au PIF en 2018. Du coup, le film fait le tour des festoches depuis 2018. Il est enfin sorti chez nous en DVD ou en DVD, en DVD, en VOD, les deux. Film de Talal, c'est l'ami. Clairement, Ashura, c'est bien. On est sur une version de ça à la marocaine. Clairement, c'est vraiment sympa. Les acteurs jouent pas toujours bien, mais voilà, en vrai, c'est cool. C'est good, c'est un petit teen movie qui casse pas 3 pattes un canard. Regardez-le. Je vous le conseille, malgré que ce soit pas extraordinaire. J'ai rencontré le réalisateur, d'ailleurs, on m'a fait une photo. Très sympa comme réalisateur. Ensuite, nous avons Moloch, film de 2022 de Nico van der Brink. Je l'attendais beaucoup, là aussi. Comme Hell Hole, je l'attendais beaucoup. Et j'ai été très déçue. On me l'a vendu comme du bon folk horror. C'est pas ouf, c'est fou, oh là là là. Mais d'où sort ce truc? C'est simple, y a pas d'originalité. Ça a aussi fini dans le top 10 des épouvantails. Je crois aussi, peut-être, de La Fuite en vidéo et de Fantomatique, ça aussi. Mais ce film est pas fou. C'est simple, il y a l'ambiance, elle est même pas là. Je m'attendais à une ambiance, elle est pas trop là. Le film offre très très peu d'idées. Ouais, vraiment, il y a une belle caméra, on peut pas l'enlever ça. Et quand tu sais que le prochain film qui va être adapté de son court-métrage va être produit par James Wan, ça peut être sympa. Espérons que ça augmente un peu le niveau. Je suis pas un fan de James Wan, mais sur un coup de... Comment on dit on sait jamais sur un... Ah, je me rappelle plus du ça. En gros, on sait jamais, ça peut marcher, quoi. Sur un coup de chance, ça peut marcher, voilà. J'avais perdu mes mots. Sur un coup de chance, ça peut marcher. Ensuite, nous avons le film Run, Sweetheart Run, film Blumhouse. Et j'y pense à eux. J'y pense souvent. Un peu trop souvent, tellement ils sortent de films. Film Amazon Prime, Blumhouse. Ouais. Regardez pas ce truc. Il y a un message. Il y a un message féministe, mais non, ça fonctionne pas. Le film fonctionne pas. Au-delà de son message, qui est très très bon, hein, je dis pas le contraire, ça fonctionne pas en fait. L'acteur joue bien, sauf l'antagoniste. L'antagoniste que je trouve pas très acteur, en gros. Si je devrais le définir, je dirais qu'il fait pas très acteur. Mais voilà.
Euh, j'ai pas grand chose à dire sur ce film en fait. C'est hyper simple. C'est pas fou. Ça tourne en rond en plus au bout d'un moment dans mes souvenirs ça tourne un peu en rond. Je crois qu'il y avait un autre film Blumhouse qui était pas mal. Je sais pas si c'est un film Blumhouse, je suis pas sûre. C'est un film avec Hayden Martel dont on va parler, film de John Lee Hancock. Ouais, film Blumhouse. Sympa. Il est pas très bon, mais il est sympa. Je le noterai comme sympa, moi. Euh, En gros, c'est un garçon, il y a Hayden Martel, qui du coup, il va offrir un téléphone à un ami. Enfin, en gros, il va dans la maison d'une personne âgée pour l'aider. Je crois qu'elle lui fait des lectures. Il lui fait des lectures, il y a Hayden Martel. Et ils se lient d'amitié, les deux. Il a 18 ans, il y a Hayden Martel à ce moment-là. Et du coup, il lui passe son téléphone pour qu'il puisse se contacter. Et en fait, un jour, il décède, le personnage de Donald Sutherland, qui est du coup Monsieur Harringham. Et sauf que son téléphone, bah, il lui envoie des messages. Et en fait, quand Yael Martel, donc on a un surnom assez simple, veut que quelqu'un lui fait du mal, bah, il décède mystérieusement. Après, pas, puisque Monsieur Harringham, en fait, aide son ami. Enfin, aide, grand mot. Bref. Euh, J'aurais aimé mieux. J'aurais aimé mieux quand même. J'aurais aimé mieux. Parce qu'en fait, Yann Martel, c'est un acteur que j'aime bien. Et ouais, c'est un drame simple. Ok, il y a de l'idée. Hein. Je ne dis pas le contraire, il y a vraiment de l'idée. Le film contient beaucoup d'idées même. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous faites un truc du genre, faites mieux peut-être. Super, mon letterbox est en train de planter alors que j'ai de la connexion. Donc moi je le dis au cas où. Mais donc du coup ça va me faire moins d'infos pour les films dont je vais vous parler. Mais Monsieur Harringham Fun, ça aurait pu être mieux en vrai. Encore une fois, je répète toujours les mêmes trucs. En fait, ça fait 41 minutes que je vous parle. J'ai dû répéter les mêmes trucs 20 fois. Super. Passons au film Rolla. Alors j'espère que mon letterbox va marcher cette fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça marche pas. Du coup, j'aurais pas les infos. Alors que... Ah si, si. Ça se remet à marcher. Un film de Ignacio Tatay. Alors film Netflix, là aussi. Du coup, c'est un film qui est en 12ème position. Oh non, il est vraiment en train de bugger, là, mon letterbox. Du coup, je vais aller sur IMDb. Mais donc, Rola. Ouais, il y a une actrice à la Casa de Papel. Voilà, j'aimais bien cette série. C'était pas fou en vrai niveau scénario, mais j'aimais bien cette série. Et en gros, l'histoire est assez étonnante. Tu t'attends pas à tout. Il y a de l'idée, c'est sous tension. Il y a plus d'idées d'ailleurs que dans Monsieur Ringan Fun. Voilà. Vraiment, je dirais que c'est pas extraordinaire, mais qu'en vrai, c'est un film Netflix qui tient la route, contrairement à beaucoup de films Netflix qui la tiennent pas, dont notamment, je sais pas, Old People, L'abîme de l'enfer, Téléphone de Monsieur Harringham. Ça, en fait, il y a trois. Donc, ouais, c'est vraiment Spatial Smile de Parker Finn, film qui va lancer du coup une grosse vague de films d'horreur chez Paramount, d'après ce qu'on nous a annoncé. Smile a toutes les qualités. Je vous explique. Photographie, du coup la mise en scène, personnage, scénario. Enfin non, le scénario on en parlera après justement. Son, il y a tout. Les jumpscares, l'horreur, tout. Et il y a un problème qui a gâché tout le film. L'histoire est hyper simple en fait. L'histoire elle est hyper simple. Du coup ça m'a gâché tout le film. Voilà. Pourtant, comment dire, le film a toutes ses qualités, des qualités que beaucoup de films, encore mieux que Smile, que je trouve mieux que Smile, n'ont pas. Et bah pourtant le film s'est foiré. Passons à The Twin, film qui dans la logique serait pire que Smile, film finlandais, mais qui du coup a moins que Smile. On verra plus que Smile, plus à cause de certains défauts de Smile. En fait, c'est Smile qui s'est un peu mis à mal à cause d'une histoire trop classique. Je pense que Parker Finn a du potentiel. Par contre, il va juste falloir améliorer la qualité des histoires. Voilà, améliorer la qualité, c'est tout. Des histoires. C'est réalisé par Nelly Mustonen, le gars qui avait fait The Lake Bottom, film pas fou. The Twin non plus n'est pas fou en réalité. Il est 10ème, mais on n'est toujours pas sur des films extraordinaires. Voilà, et je vous ai dit qu'il y en avait 9, on arrive bientôt au 9ème. Dans les 9 très bons.
The Twin, du coup, c'est hyper simple. Il y a par contre une actrice que j'aime beaucoup, Barbara Martin, qui joue dans un autre film qui était pas fou, The Turning, mais elle joue bien à chaque fois. Du coup, voilà. Mais, comment vous dire ça? The Twin, c'est trop simple. En gros, tu le suis. En gros, c'est l'histoire d'un couple. Ils perdent un de leurs deux enfants. Ils vont habiter dans une maison avec en fait, parce qu'ils sont jumeaux, il reste un jumeau. Et bien entendu, il va se passer des événements paranormaux. Le petit garçon, il va commencer à parler à son miroir. Enfin, ce genre de truc, quoi. Ok? Bah, c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple, The Twin. On aurait aimé mieux. Taneli Mustonen n'est pas un talent. Voilà. J'aurais aimé que ce soit un talent de la Finlande, mais absolument pas. C'est sûrement le pire réalisateur finlandais dans ce que j'en sais pour le moment. D'ailleurs, que je vois d'autres films de genre finlandais. Parce que pour moi, en 2023, il commence du bon pied. Ensuite, nous avons The Cursed de Denman Prey. Alors, film de divertissement. Vraiment super. C'est-à-dire qu'en gros, les effets spéciaux sont exceptionnels. Les personnages sont pas ouf, mais c'est très divertissant, c'est hyper divertissant comme film. C'est cliché, c'est bien quand même. C'est-à-dire qu'en gros, l'histoire est très bien faite, les effets spéciaux sont pas fous par moment, mais quand même très très bon. Je trouve que c'est un des meilleurs points du film, les effets spéciaux, en tout cas le plus original. Mais sinon, ouais, les personnages sont simples, l'histoire est pas sort pas des sentiers battus en vrai. Mais je vous le conseille parce que il y a de très bons effets spéciaux et c'est ultra divertissant. Passons à une comédie belge très très drôle qui est Music Hall de Gaëtan Liekens et David Mutsenmacher qui du coup ont réalisé Music Hall. Music Hall, c'est écrit que par Mutsenmacher, Liekens ne scénarise pas. Mais c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle en fait. C'est amour de rire, c'est glauque, macabre. Mais alors, oh, il y a des blagues, en plus l'humour belge, très sympa. Vraiment, je peux que vous le conseiller pour l'humour, les personnages haut en couleur aussi, parce que qui dit humour, dit personnage haut en couleur, dans ce cas-ci, pas dans tous les cas, mais dans ce cas-ci, oui. Les acteurs comptent très bien leur personnage, même si en vrai, c'est plutôt, je dirais, les personnages et l'histoire. Et l'histoire, ouais, l'histoire et l'humour qui font ça. Parce que l'histoire et l'amour de rire, c'est. En fait, tu suis plein de personnages dans cette histoire qui est n'importe quoi, vraiment, genre les histoires s'entremêlent. Mais c'est n'importe quoi comme film, mais j'adore. Ensuite, nous avons le film Barbaria en version originale, film Disney Plus qui a eu un carton. Il est pas si bon que ça. Par rapport à ce que les gens en disent, du moins. Je le trouve très très bon, très haut niveau, tout ça. Mais par rapport à ce que les gens disent, le film il est même pas entré dans mon top 100 de l'année. Après, j'ai vu 240 films, mais quand même. C'est un détail à noter. Mais c'est hyper simple. Il y a du réalisme. Je veux dire, les personnages sont ultra réalistes, la situation est bien construite. Bill Skarsgård joue très bien, Georgina Campbell aussi. Justin Long un peu moins, qui apporte une partie un peu humoristique. Il y a Richard Brake qui joue dans le film. C'est toujours sympa de voir Richard Brake jouer dans le film. La situation horrifique et anxiogène, pas hyper ouf, mais anxiogène. Et le what the fuck un peu. Vraiment, vraiment très sympa comme film que ce Barbarian. Mais je trouve que les critiques trop dithyrambiques. Passons à un film. On va en fait là les 3 prochains films dont je vais vous parler. La 6ème, la 5ème et la 4ème place. C'est des films que. Alors il y a deux équipes. L'équipe des gens qui aiment et l'équipe des gens qui aiment pas. Voilà. Et notamment, alors, la 7ème place du coup. La 6ème place plutôt, les gens l'aiment pas beaucoup dans mes souvenirs. Pourtant, il y a un grand réalisateur dont j'ai jamais vu aucun film, mais qui réalise, Henry Selick, et c'est quand même scénarisé par Jordan Peele. C'est pas trop mal, dirons-nous. Film d'animation, mais de fou, film d'animation Netflix incroyable parce qu'ils font aussi des films bons Netflix, parfois. Mais en fait, il y a des idées, il y a 20 millions d'idées à la seconde. C'est vraiment, il y a des idées de partout, tout s'entremêle bien. Alors les gens, le problème qu'ils avaient avec le film, dans mes souvenirs, d'après les critiques que j'ai vues, tout ça, ou lues, c'est qu'en fait, justement, il y a trop d'idées qui, au bout d'un moment, bah, ça fait trop. Surtout que ça s'en mêle pas bien.
Il y a un humour nul. Par contre, moi, il y a un truc que je veux noter, c'est l'humour. L'humour est pas possible. L'humour est pas possible. Mais sinon, les personnages sont très bons. Si on oublie ce contre l'humour. Mais donc, à part ça, il y a l'inventivité visuelle, il y a l'inventivité scénaristique. Film va loin. D'ailleurs, j'ai vu une fois et demie parce que je l'ai montré à des gens que je connaissais, mais je les ai laissés regarder à la fin tout seul. Du coup, voilà. J'ai vu une fois et demie le film à peu près. J'ai revu le début en tout cas. Mais donc, ouais, je vous le conseille, film Netflix. Pour toute la famille, je pense, clairement. Peut-être pas avant 8-9 ans, mais en vrai, si c'est quelqu'un qui a pas nécessairement vite peur, c'est même pas un film qui fait peur en vrai. C'est juste que ça peut être légèrement impressionnant. Ça peut aller. Mais donc, passons désormais à un autre film que, alors là, les gens l'ont pas beaucoup aimé. Mais je crois qu'il y a plus de gens qui aiment pas que de gens qui l'aiment. Triangle of Sadness. Ou, comme certains diraient, sans filtre. C'est drôle. Alors, par contre, il y a 3 actes. Le premier acte, j'ai failli sortir de la salle. Mauvais signe, ça par contre. Mais le deuxième et le troisième acte, c'est du gâteau. C'est juste parfait. C'est en gros, c'est hyper drôle. C'est une énorme satire. Les acteurs jouent trop bien. Et puis, oh là, la fin de deuxième acte avec le bateau qui chavire. Oh, c'est fou. C'est fou. Et métophobe, s'abstenir, mais c'est fou. J'adore. Sans filtre. Vraiment, faut le voir pour le croire. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'il est mauvais. Il y en a d'autres qui vous diront qu'il est très bien, comme moi. Du coup, en vrai, pourquoi pas aller le voir quand même. Ouais, je vous conseillerais d'aller le voir en vrai. D'ailleurs, sur IMDb, c'est le 20e film le plus connu du moment. Voilà, je dis ça, je balance ça comme ça. Mais c'est, ouais, du coup, c'est le 10e film, enfin le 20e film le plus en vogue du moment, du coup. Mais donc, pour continuer d'en balancer sur son fils, alors oui, faut tenir la première partie. Faut la tenir. Je crois que chaque personne, il y a une partie qu'il aime pas, une ou deux parties. La meilleure partie, c'est celle du bateau. Je vais pas contredire. Clairement, elle est incroyable. C'est trop drôle. Il y a notamment avec l'un des personnages, une personne vraiment multimillionnaire, multimilliardaire, qui au bout d'un moment va discuter avec le capitaine. Toutes les scènes où le personnage qui discute avec le capitaine, Woody Harrelson, là. Pas Woody Harrelson, mais celui qui discute toutes les scènes avec lui. Je me rappelle plus de son du nom d'acteur, mais c'est super drôle. Je vais essayer de vous le retrouver. Attendez. Mais c'est beaucoup trop drôle, c'est un truc, franchement, le gars, s'il a pas les punchlines, mais il a les meilleures scènes du film. Alors je crois, j'espère vraiment que je dis pas de bêtises. Mais si je dis pas de bêtises, justement, alors c'est Oliver Ford Davis, mais alors là je suis absolument pas sûre. Voilà. Voilà, donc ouais, je vous propose de tout simplement passer à la 4e place, qui va pas beaucoup plaire non plus. C'est que le film plaît à très peu de personnes. Moi j'aime beaucoup. Je parle d'Halloween Ends. Il a divisé ce film, mais c'est le meilleur de la trilogie de David Gordon Green et le seul très bon Blumhouse de 2022, c'est à noter. C'est trop bien, Halloween Ends. Alors, les acteurs jouent plutôt bien. Il y a 1 heure de drame au début du film où en gros on suit que les personnages de façon normale. Et ça c'est trop bien pour une conclusion. Je pense que c'est un truc qu'il faut, ça, quand tu fais une conclusion, il faut plus d'émotion. Et bah la première heure elle est constituée que de ça. La fin, alors j'ai pleuré. Seule fois où j'ai pleuré au cinéma en 2020. Non, sur un film de genre en tout cas. Si on compte tous les films, il y a eu En attendant Boy Girls aussi, mais film de genre, le seul. Alors ah oui, à la fin, oui, j'ai clairement pleuré. Scream 5 sinon, mais chez moi, là, sur le coup. Mais donc du coup, Halloween Ends, parfois, ok, c'est un peu foutraque. Mais en vrai, c'est trop bien, les acteurs jouent trop bien, les personnages sont bien faits. Très bonne conclusion. Il y a de l'idée. Alors juste, la non-présence de Michael Myers, ça m'a un peu saoulé. Mais je trouve le film très bon quand même. Passons à Medusa de Anita Rocha da Silveira, qui est un film que certains considèrent comme un teenage movie. C'est vrai qu'il en a certains attraits, mais le film est hyper intelligent. C'est pas mal inspiré de Suspiria. Dans Suspiria, j'ai entendu que les noms commençant par S, c'était des noms de serpents. Dans Suspiria, enfin dans Medusa, on a la version 2022, en gros. De cette phrase. Mais donc ouais, Medusa, c'est un film... comment expliquer ça? Très fort dans son propos. C'est un propos vraiment fort sur l'émancipation, tout ça.
Et les lumières, les couleurs. Et puis le film, il a cette ambiance, cette bande son, la BO est incroyable. Mais voilà, ça va jusqu'à ça va très bien. Et la scène où elle chante, où elle danse et en fait elles se mettent toutes à tomber les unes après les autres. Incroyable scène, c'est une très bonne chorégraphie de scène. L'origine du mal en deuxième position de Sébastien Marnier. L'origine du mal. Film de Sébastien Marnier, comme je viens de le dire, c'est très 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 bon. Tous les acteurs et actrices jouent hyper bien et en plus ça avance petit à petit. Mais genre de façon super. C'est drôle. C'est un humour noir fort, les acteurs et actrices principalement jouent très bien. Et en fait, tu sais pas qui est le menteur. Mais moi, je vais vous donner un spoil sur ce film. C'est un spoil. Vous pouvez écouter ou vous écoutez pas, vous faites comme vous voulez. Tout le monde ment. Qui ment? C'est quoi cette question? Qui ment? Tout le monde ment. Donc bref. Voilà, c'est un jeu de dupe avec ou sans S. Avec un S en vrai, mais bref. C'est vraiment fou l'origine du mal. Franchement. Regardez-le. Sébastien Marnier en plus réalisateur d'Irréprochable lors de la sortie que j'ai rattrapé qu'en 2023 du coup. C'est un des plus grands réalisateurs, c'est mon 8e réalisateur préféré. Et passons maintenant à Pearl, la première position. Pearl, ouais. Trop bien, Pearl. X, j'étais pas un énorme fan. J'aime beaucoup. Mais je suis pas un extrême fan. Alors que Pearl. C'est glauque. C'est hyper beau. Comme film, il y a beaucoup de mise en scène. Mia Goth, elle est tout simplement parfaite dans ce film. Et si je devrais ajouter quelque chose, je vais ajouter des trucs, hein, c'est obligé. Mais alors la bande son, la musique, non en fait tout est bien dans ce film. Il y a des scènes hyper fortes. Mia Goth, tu la sens mais aliénée, mais un point. C'est un personnage, waouh. Et en plus, le pire c'est que en fait, le film, il y a grave des pistes à explorer. Déjà, il y a Maxine, la suite de X qui va sortir, et du coup, la suite de Pearl. Mais Pearl, entre Pearl et X, il peut y avoir un autre film. J'espère que Maxime va faire un succès monstre. J'espère vraiment qu'il va faire un, je sais pas, le plus gros succès d'Avant-4, un truc du genre. Peut-être pas le plus gros succès d'Avant-4. Mais je suis pas dans son top 5 des plus gros succès. Il faut vraiment que y ait un quatrième film. Déjà, moi je sens Maxime incroyable, fou, parfait. Et voilà. Bah j'en ai fini. Clairement, Pearl est un de mes coups de cœur, l'origine du mal aussi. Medusa en a fait partie pendant quelques temps, mais Medusa n'en fait plus partie à l'heure actuelle. Du coup, j'ai deux coups de cœur ce mois-ci. En fait, des deux côtés. Côté près 2022 et côté 2022. Du coup, ça fait 4 films. Bah, octobre 2022, c'était un plutôt bon mois. Un meilleur mois quand même dans... En fait, un meilleur mois dans les films d'avant 2022. 2022, c'était pas un si bon mois que ça, en fait. Si on regarde bien. Plus de films bons ou mauvais que très bons ou excellents. Voilà, voilà. Bah, je vais vous laisser sur ces belles paroles et on se retrouve dans un prochain podcast, une prochaine vidéo quand même. Et bah, je vous dis à la prochaine pour parler des tranches festivals, du PIF, du mois de novembre. On verra. Ciao!